Cette cinquième et dernière vidéo consacrée au mécanisme de régulation de l'équilibre hydro-osmotique des animaux est consacrée plus précisément à la régulation hormonale de l'équilibre hydro-osmotique des téléostéens. Nous avions vu dans un paragraphe 3.1 des régulations hormonales impliquées dans les transferts rénaux chez les mammifères. Nous allons maintenant voir 4 grands groupes d'hormones impliqués dans la régulation de l'équilibre hydro-osmotique chez les téléostéens. Premier grand groupe, c'est le rôle des hormones neurohypophysaires, rôle notamment de l'AVT, arginine vasotocine, et de l'IT, isotocine. Alors chez les vertébrés, il existe un groupe d'hormones, on appelle les neurohormones hypophysaires, on peut dire aussi les hormones. Ce sont des composés qui sont tous constitués par 9 acides aminés, donc des nonapeptides, qui sont produits par l'hypothalamus et qui sont libérés ensuite dans le sang par la neurohypophyse. L'arginine vasotocine, encadrée ici en bas, est considérée comme l'hormone ancestrale chez les vertébrés de ce grand groupe des hormones neurohypophysaires, et par suite d'une série de mutations et de duplications génétiques, on a progressivement eu formation de tout un tas de membres de cette famille d'hormones, membres à laquelle appartiennent par exemple chez les mammifères l'arginine vasopressine ou AVP, qu'on appelait aussi ADH et que nous avons traité dans la dernière vidéo. Et puis chez les mammifères par exemple l'ocytocine qui joue notamment un rôle important dans la reproduction. Alors chez les téléostéens, il existe 2 représentants de cette famille, l'arginine vasotocine, donc AVT, et l'isotocine, IT, qui ont sensiblement les mêmes rôles. Et nous allons évoquer le rôle de ces 2 hormones chez les téléostéens d'eau douce. Alors je vous rappelle que chez les téléostéens d'eau douce, le problème principal était l'envahissement par l'eau, avec un gain, une entrée permanente d'eau par les branchies. Et puis nous avions vu aussi que les téléostéens d'eau douce devaient lutter contre la perte de sodium et qu'ils avaient notamment un système d'absorption active de sodium au niveau de l'épithélium branchial. Eh bien, l'arginine vasotocine et l'isotocine ont 2 rôles chez les téléostéens d'eau douce. Ce sont des hormones qui ont tout d'abord des effets sur les branchies. Ces hormones vont stimuler l'absorption active de sodium et par contre, ces hormones vont réduire la perméabilité à l'eau des branchies, ce qui va limiter la perte, ce qui va limiter en fait l'entrée permanente d'eau. Et puis ces hormones ont également un effet sur les reins. Ces 2 hormones ont un effet en fait diurétique, alors que nous avons vu que chez les mammifères, l'hormone AVP ou arginine vasopressine avait un effet anti-diurétique. Ici, ces 2 hormones, donc arginine vasotocine et isotocine, ont un effet diurétique par augmentation en fait de la filtration glomérulaire. Et il faut savoir que chez les poissons, le système vasculaire est au niveau rénal un système à basse pression hémodynamique, donc faible pression sanguine, et donc c'est un système qui est très sensible à toute action vasomotrice. Et l'arginine vasotocine et l'isotocine vont avoir en fait un effet stimulant sur la musculature lisse des artérioles rénales, donc elles exercent un effet vasopresseur, et ceci va augmenter la pression sanguine au niveau rénal, et par conséquent va augmenter le nombre de glomérules recrutés, ce qui va augmenter la filtration glomérulaire, et donc finalement augmenter la diurèse, et c'est évidemment un moyen de lutter contre le problème de l'envahissement par l'eau. Alors chez le protoptère, qui est un poisson dipneuste, l'arginine vasotocine
a également un effet rénal diurétique tout à fait spectaculaire, avec tout à fait le même type de mécanisme, c'est-à-dire que cet effet diurétique de l'arginine vasotocine est glomérulaire. C'est un effet qui peut s'expliquer comme une conséquence de l'effet vasopresseur de cette hormone, donc avec le même système où l'hormone va provoquer la contraction des artérioles rénales et du coup augmenter la pression sanguine rénale et par conséquent augmenter finalement le recrutement glomérulaire et donc la filtration glomérulaire. Je vais maintenant vous présenter le rôle du cortisol dans la régulation de l'équilibre hydro-osmotique des poissons. Alors chez les poissons, la glande interrénale, qui est une glande père, produit cette hormone qui est le cortisol. Le cortisol, c'est une hormone stéroïde qui va exercer des effets transcriptionnels par l'intermédiaire de son récepteur intracellulaire. Et le cortisol est une hormone qui joue un rôle osmorégulateur important chez les téléostéens d'eau de mer. Deux exemples pour illustrer le rôle du cortisol. Le premier exemple, le cas de l'anguille, l'anguille d'Europe, Anguilla. Alors l'anguille vit dans les cours d'eau d'Europe et aussi d'Amérique du Nord, mais elle va ensuite se reproduire dans la mer des Sargasses, qui est une zone de l'océan de l'Atlantique Nord. Et donc elle va effectuer une migration de l'eau douce vers l'eau de mer. L'éclosion se fera ensuite donc en milieu marin et les alevins ou les civelles d'anguilles qui sont donc formés en eau de mer vont ensuite remonter les rivières et donc repasser en milieu d'eau douce et elles vont vivre ensuite dans ces rivières jusqu'à l'âge adulte. Alors on dit que l'anguille est un organisme catadrome. Donc étymologiquement, dromos ça signifie la course en grec, et kata ça signifie du haut vers le bas. Donc dromos ça veut dire en fait un déplacement en gros des cours d'eau vers la mer pour finalement la reproduction. On dit aussi que c'est un poisson thalassotoque, donc tokos en grec c'est l'enfantement, la naissance, la reproduction, et thalassa c'est la mer. Donc ça signifie en fait des organismes qui se reproduisent en mer. L'anguille, c'est un poisson en fait d'eau douce, mais migrateur, qui va migrer en milieu marin pour se reproduire. Mais l'essentiel de sa croissance et de sa maturation sexuelle se fait en rivière, donc en milieu d'eau douce. On dit aussi finalement de l'anguille que c'est un organisme euryhalin, donc ça vient en fait de alos qui veut dire le sel et eurus en grec qui veut dire large, c'est-à-dire ce sont des organismes qui supportent finalement de grandes variations de salinité de leur milieu de vie, puisque l'anguille va passer d'un milieu de cours d'eau avec très peu de sel vers la mer des Sargasses avec une grande quantité de sel. Et on oppose les organismes euryhalins aux organismes sténohalins. Donc sténo, ça signifie réduit, étroit. Les organismes sténohalins sont eux inféodés à des valeurs précises de salinité de leur milieu de vie. Alors l'expérience qu'on va réaliser ici chez l'anguille est une expérience en fait de suppression puis restitution de fonction. C'est-à-dire qu'on va dans un premier temps faire une ablation totale des parties antérieures des deux reins, ce qui élimine l'ensemble du tissu interrénal. Et cette expérience d'ablation est faite pour une anguille qui est placée en eau de mer. Alors je vous rappelle que les téléostéens marins ont dans leur branchie des cellules à chlore, riches en mitochondries, qui sont responsables de la sécrétion active de NaCl du milieu intérieur vers le milieu marin. Et bien chez ces anguilles en eau de mer dont on a éliminé finalement les interrénales, et bien la sécrétion de NaCl par les cellules à chlore est fortement réduite, mais par contre si on leur injecte du cortisol, on rétablit une forte sécrétion de NaCl par ces cellules à chlore. Alors je vous rappelle que les cellules à chlore mettent en jeu un très important transporteur qui est l'ATPase NAK sur la membrane basale, qui est impliqué, vous vous rappelez, dans le processus de sécrétion active du sodium vers l'eau de mer.
Eh bien, en fait, le cortisol exerce deux types d'effets sur les cellules à chlore. D'une part, il stimule la synthèse de la TPase-NAK par ses effets transcriptionnels, hein. Et puis, un autre effet du cortisol, c'est d'augmenter le nombre de cellules à chlore dans l'épithélium branchial. Et donc, par ces deux actions, il participe à accroître en milieu marin l'efficacité à se débarrasser du sodium vers l'eau de mer. Alors je vais prendre un deuxième exemple pour mettre en évidence le rôle du cortisol avec l'exemple du saumon. Voici ici une photographie du saumon de l'Atlantique qui est reconnaissable par ces taches noires sur les flancs. C'est un poisson de grande taille, hein, jusqu'à 1,30 m de longueur. Alors ici, contrairement à l'anguille, l'éclosion se fait en rivière, donc en milieu d'eau douce. Puis après 1 à 4 ans en eau douce, le poisson va migrer vers l'Atlantique. Donc c'est un poisson encore une fois migrateur, c'est-à-dire il va migrer vers l'eau de mer. Et puis dans l'Atlantique, il lui faudra à peu près 4 ans pour atteindre sa maturité sexuelle. Et ensuite, il va remonter les cours d'eau pour rejoindre les rivières qui l'ont vu naître. Et il va ensuite frayer dans ces rivières, c'est-à-dire pondre ses œufs. Donc on a ici un poisson qui est finalement un peu inversé, mais qui est toujours un poisson migrateur. On pourrait dire qu'on a un poisson d'eau de mer, mais qui est migrateur, c'est-à-dire qui migre vers l'eau douce pour sa reproduction. On peut dire que ce poisson est un organisme anadrome, donc dromos la course, mais ana vers le haut, c'est-à-dire il remonte les cours d'eau pour aller pondre. Et on peut dire aussi que c'est un organisme potamotoque, donc on l'a dit, tokos enfanté, hein, et potamos c'est la rivière, hein, c'est-à-dire que le saumon remonte les rivières pour ensuite se reproduire en eau douce, mais il effectue en fait l'essentiel de sa croissance et de sa maturation sexuelle en eau de mer. Donc c'est un poisson d'eau de mer, mais qui migre en eau douce pour se reproduire. Alors les expériences que je vais vous présenter ont été réalisées chez le saumon argenté, ou saumon koho, qui est un saumon du Pacifique, hein. Et l'expérience est la suivante. On a un saumon qui est au départ en milieu d'eau douce, et au temps zéro, ici, on va le placer dans un milieu d'eau de mer. Le saumon, c'est finalement toujours un poisson, hein, qui est euryhalin, c'est-à-dire qui supporte de grandes variations de salinité. Et on va mesurer deux paramètres. On va mesurer d'une part le cortisol plasmatique et ensuite la concentration en sodium plasmatique. Alors quand on place ce saumon en milieu d'eau de mer, donc au temps T0, eh bien on va avoir comme premier événement une augmentation importante de la sécrétion de cortisol par activation des glandes interrénales, et le maximum de cortisol est atteint, vous voyez, au bout de 12 heures. Notons que l'animal a tendance, dans un premier temps, à être envahi par le sodium parce qu'on l'a placé en eau de mer et que le sodium a tendance à rentrer, hein, passivement dans l'animal. Alors, vous vous souvenez que dans l'épithélium branchial des téléostéens marins, vous aviez de grandes cellules qui sont les cellules à chlore, dont j'ai parlé tout à l'heure. Eh bien, un des effets du cortisol chez le saumon, c'est, comme pour l'anguille ici, c'est d'augmenter le nombre de cellules à chlore. Donc il y aura plus de cellules à chlore sur l'épithélium branchial. Et puis la TPase NAK de la membrane basale des cellules à chlore va également voir son activité augmenter. Ça, c'est encore une fois un effet du cortisol. On peut d'ailleurs mesurer au cours du temps de positionnement du saumon en eau de mer l'activité de la TPase NAK, et on voit que cette activité augmente au cours du temps. C'est un effet notamment transcriptionnel sur la synthèse de cette pompe. Alors la conséquence de l'augmentation par le cortisol du nombre de cellules à chlore et de l'activité de la TPase NAK, c'est finalement d'accroître la sécrétion branchiale de sodium par les cellules à chlore. Et donc ça permet finalement de faire face au problème de la salinité de ce milieu,
Et du coup, quand on regarde la courbe rouge ici, vous voyez, au bout de quelques jours, bien la natrémie, c'est-à-dire la concentration en sodium dans le plasma du saumon, va revenir progressivement à sa valeur mesurée au départ en eau douce. Je vais maintenant vous parler d'une troisième hormone impliquée dans l'équilibre hydroosmotique des téléostéens, la prolactine, ou le sigle PRL. Alors la prolactine, c'est une hormone protéique d'environ 200 acides aminés qui est synthétisée et sécrétée dans le sang par des cellules de l'adénohypophyse, qui est une glande importante située sous l'hypothalamus. Cette prolactine est par exemple impliquée chez les mammifères dans la sécrétion de lait, d'où son nom. Alors la prolactine va jouer aussi un rôle dans l'osmorégulation chez les téléostéens d'eau douce. Alors je vous rappelle que les téléostéens d'eau douce ont un double problème. Tout d'abord, le problème de l'envahissement par l'eau. L'eau va essentiellement entrer par les branchies. Et puis, vous rappelez qu'une des adaptations est pour l'animal de produire beaucoup d'urine, d'avoir une urine très abondante. Et puis l'autre problème, vous vous rappelez, c'est la perte de sodium, essentiellement par les branchies, avec une adaptation qui est un mécanisme d'absorption active du sodium par des cellules branchiales. Alors l'expérience que je vous propose, c'est une expérience qui est réalisée chez un téléostéen d'eau douce. C'est une expérience d'hypophysectomie. Donc hypophysectomie, c'est-à-dire qu'on fait une ablation de la glande hypophysaire. Et donc à ce moment-là, évidemment, il n'y a plus les cellules à prolactine. Donc c'est encore une expérience de suppression de fonction. Et les conséquences, c'est que normalement, le problème est l'entrée d'eau et la perte de sodium par les branchies. Et bien ce problème est encore accru à ce moment-là, c'est-à-dire que la perméabilité bronchiale à l'eau et aux ions est augmentée. Et donc ça va accroître finalement l'entrée d'eau dans l'animal, et ça va également accroître la perte d'ions, avec pour conséquence finalement bien une diminution progressive de la natrémie, c'est-à-dire de la concentration plasmatique en sodium. Alors on peut corriger en fait cette perméabilité anormalement élevée par injection dans le sang de prolactine, qui à ce moment-là va diminuer la perméabilité bronchiale à l'eau et aux ions. Donc en conclusion, on peut dire que la prolactine, c'est une hormone qui diminue la perméabilité des branchies à la fois à l'eau et aux ions, ce qui finalement permet de répondre au problème de l'entrée excessive d'eau et de la sortie excessive de sodium. Et nous avions vu que dans l'épithélium bronchial, il y avait des cellules pavimenteuses, notamment impliquées dans les mécanismes d'absorption active du NaCl. Il y a aussi des cellules à chlore, que j'ai évoquées et qui sont surtout importantes chez les téléostéens d'eau de mer, et puis des cellules à mucus dont on va reparler ici. En effet, le mode d'action de la prolactine, c'est d'augmenter à la fois le nombre de cellules à mucus, mais d'augmenter aussi l'activité sécrétrice de ces cellules à mucus. Voici ici une image obtenue en microscopie électronique à transmission d'une cellule à mucus d'une branchie, de téléostéen ici d'eau douce. Alors vous voyez, c'est une grande cellule, on voit ici son noyau, un développement important des systèmes membranaires, et surtout, vous avez une grande quantité de granules, de gros granules qui contiennent le mucus, qui sera ensuite libéré par exocytose côté eau douce, donc côté extérieur, et ce mucus vient réduire les mouvements passifs d'entrée d'eau et les mouvements passifs de sortie de sodium. Notons d'ailleurs que la prolactine va diminuer aussi le nombre de cellules branchiales à chlore, ce qui permet finalement de limiter la perte par sécrétion de NaCl. On l'a vu que les téléostéens d'eau douce ont beaucoup moins de cellules à chlore que les téléostéens d'eau de mer. Pour boucler ici sur la prolactine,
le saumon Coho qu'on avait évoqué tout à l'heure dans des expériences où on l'avait transféré de l'eau douce à l'eau salée, est ici testé dans une expérience opposée, c'est-à-dire qu'on va le transférer de l'eau salée à l'eau douce. Et à ce moment-là, on observe qu'il y a une augmentation de la production de prolactine par l'adénohypophyse du saumon, avec pour résultat une diminution du nombre de cellules à chlore, ainsi qu'une diminution de l'activité de l'ATPase-NAK de ces cellules à chlore, ce qui est évidemment, encore une fois, une façon de s'adapter à ce milieu d'eau douce. Nous allons terminer cette étude consacrée au rôle des différentes hormones dans l'équilibre hydrominéral des poissons par l'ANP. Donc l'ANP, c'est une hormone qu'on avait évoquée dans la vidéo précédente. C'est une hormone d'origine cardiaque, A atriale, elle est produite par l'oreillette cardiaque. P, c'est un peptide. Et on a vu chez les mammifères que cette hormone jouait un rôle dans la régulation de la concentration en sodium dans le sang. Elle exerce en fait un effet natriurétique, c'est-à-dire qu'elle augmente la natriurèse, elle augmente la perte urinaire de sodium chez les mammifères, et c'est aussi une hormone diurétique, c'est-à-dire qui augmente la diurèse. Alors cette hormone est également sécrétée par le cœur des poissons, notamment quand il y a une augmentation de la pression dans le sang veineux et dans l'oreillette. Chez les téléostéens marins, dont le problème était l'envahissement par les sels, nous avions vu qu'un mécanisme de sécrétion active de NaCl par les branchies permettait d'évacuer l'excès de sel. Et bien, chez les téléostéens marins, l'ANP est une hormone qui va stimuler la sécrétion branchiale de NaCl. Donc vous voyez, toujours une hormone impliquée dans l'élimination finalement des sels. Chez les élasmobranches, illustrés ici par la petite roussette, chez les élasmobranches donc marins, nous avons vu que la glande rectale jouait un rôle très important dans la sécrétion de NaCl vers l'eau de mer. Et bien là encore, chez les élasmobranches, l'ANP, produit par le cœur, va augmenter la sécrétion de NaCl par les glandes rectales. Et par conséquent, comme chez les mammifères, l'ANP chez les élasmobranches est une hormone à effet natriurétique. Un mot pour terminer sur les oiseaux vivant en milieu marin, qui eux aussi seront confrontés à des problèmes d'excès de sel, et donc avec une solution adaptative qui consiste à sécréter activement ce NaCl vers l'extérieur. Et bien vous avez en fait, par exemple chez l'albatros et donc chez les oiseaux marins, une glande nasale qu'on appelle la glande à sel, qui va permettre de sécréter un liquide riche en NaCl pour évacuer cet excès de sel. Cette glande à sel met en jeu des tubules qui sont limités par des cellules épithéliales, des tubules sécréteurs qui sont vascularisés, et vous avez un système à contre-courant entre la circulation du sang dans les capillaires sanguins et la circulation du liquide dans le tubule sécréteur, et ce contre-courant facilite le mécanisme de sécrétion de NaCl du sang vers la lumière du tubule. Les transporteurs membranaires impliqués dans la sécrétion active de NaCl par la glande à sel des oiseaux repose sur les mêmes mécanismes que ceux que nous avons vus avec la glande rectale des élasmobranches marins ou des cellules branchiales des téléostéens marins, avec une ATPase NAK qui joue un rôle important sur la membrane basale et qui permet notamment une sécrétion transcellulaire de chlore et une sécrétion également de sodium par la voie intercellulaire. Il me reste à conclure cet ensemble de 5 vidéos consacrées à l'équilibre hydro-osmotique des animaux. Dans un premier temps de conclusion, quelques mots sur le rein des vertébrés. Nous avons parlé au départ du rein des mammifères et on peut finalement, pour prendre un peu de hauteur sur l'importance fonctionnelle du rein des mammifères, évoquer les 4 grands rôles du rein des mammifères.
Donc le rein, nous l'avons vu, c'est un ensemble de néphrons, les néphrons étant les unités de structure et de fonction du rein. Ils permettent la filtration, c'est-à-dire la formation de l'urine primitive. L'urine primitive est ensuite modifiée dans le tubule contourné proximal notamment, puis au niveau des anses de Henle, puis dans le tube contourné distal, et c'est finalement une urine définitive qui sera émise dans l'urètre à la sortie du rein. Donc le premier grand rôle du rein des mammifères, c'est l'excrétion, c'est-à-dire l'élimination de déchets, alors que nous avions vu certains composés filtrés mais utiles étaient eux réabsorbés et récupérés dans le milieu sanguin. Le deuxième rôle important du rein des mammifères, c'est le maintien des grandes constantes homéostasiques sanguines. On a vu notamment en évoquant les régulations hormonales des transferts rénaux par le néphron que le rein jouait un rôle important dans la régulation de la concentration en sodium dans le sang, dans le maintien de la volémie, c'est-à-dire du volume sanguin, dans le maintien par exemple de la pression osmotique. Et on peut dire que finalement le rein des mammifères est un organe essentiel de la régulation de l'équilibre hydrominéral. Le troisième rôle du rein, c'est un rôle métabolique. Le rein, comme le foie, peut réaliser des réactions de néoglucogénèse, notamment lors d'un jeûne long. La glutamine qui va passer dans le rein va être convertie en glutamate, et ce glutamate permettra de produire des substrats glucidiques, donc de produire du glucose. C'est une production de sucre, donc de glucides, à partir de substrats qui sont des acides aminés ici, qui ne sont pas sucrés. C'est une façon évidemment de répondre au jeûne long quand il y a une insuffisance de sucre dans le sang. Et puis le dernier grand rôle du rein des mammifères, le rein est un organe endocrinien, c'est-à-dire qu'il sécrète des composés dans le sang. Notamment, il sécrète une enzyme sanguine qui est la rénine, laquelle permet l'obtention de deux autres hormones, nous avons vu, l'angiotensine 2 et puis l'aldostérone. Mais le rein est également impliqué dans la sécrétion de véritables hormones, l'EPO ou érythropoïétine, qui est une hormone qui augmente le nombre de globules rouges, et le calcitriol, qui est un dérivé de la vitamine D3, qui est une hormone stéroïde, dont la synthèse met en jeu notamment le foie, mais aussi dans ses étapes terminales, le rein. Et cette hormone, le calcitriol, est une hormone qui augmente la calcémie, c'est-à-dire la teneur en calcium dans le sang, en stimulant l'absorption intestinale de calcium. Un mot maintenant sur le rein des poissons. Alors, le rein des poissons, contrairement au rein des mammifères, n'est qu'un des éléments d'un système régulateur de l'équilibre hydrominéral auquel appartiennent aussi d'autres organes. Et par exemple, chez les téléostéens d'eau douce, nous avons vu que les reins participent à la production d'une urine en grande quantité. Il y avait une forte diurèse chez les téléostéens d'eau douce. C'était une des façons de résoudre le problème de la forte entrée d'eau. Mais les régulations importantes mettent non seulement en jeu le rein, mais aussi les branchies. Et nous avons vu qu'il y avait une absorption active de sodium par les branchies. Donc rein plus branchies, deux organes qui participent à l'équilibre hydrominéral ici. Et puis on aurait pu parler aussi de l'intestin, de la peau, qui participent aussi à l'équilibre hydrominéral. Chez les téléostéens marins, là on a dit qu'il y avait un fonctionnement rénal qui n'est pas très important dans l'équilibre hydrominéral, parce qu'il y avait une faible diurèse, seuls les ions divalents étaient finalement excrétés. Mais par contre, encore une fois, ce sont les branchies qui jouent un rôle important, notamment dans les mécanismes de sécrétion active du NaCl. Donc encore une fois, participation d'autres organes que les reins à l'équilibre hydrominéral. Et de même chez les élasmobranches, nous avons vu que les reins participent à la production d'une urine qui est abondante, mais qui est peu concentrée, qui était hypoosmotique au plasma. Et là encore, c'est un autre organe, la glande rectale, qui a un rôle très important, puisque c'est elle qui sécrète activement le NaCl. Donc encore une fois, une espèce
de complémentarité entre différents organes dans l'équilibre hydrominéral des poissons, et le rein finalement n'est qu'un des éléments des systèmes régulateurs de l'équilibre hydrominéral. Nous avons ensuite évoqué dans les 4e et 5e vidéos les régulations hormonales de l'équilibre hydrominéral, et on peut retenir le rôle fondamental de 2 catégories d'hormones. Tout d'abord, les neurohormones peptidiques hypophysaires, donc cette grande famille d'hormones constituée toutes par 9 acides aminés. Et notamment, on peut comparer 2 de ces neurohormones peptidiques. Tout d'abord, l'AVT, l'arginine vasotocine, des poissons d'eau douce, des téléostéens d'eau douce. Nous avons montré que cette hormone est une hormone diurétique qui augmente la filtration glomérulaire par une action de recrutement sur les glomérules. Alors que contrairement à l'AVT, l'arginine vasopressine des mammifères, qu'on appelle aussi l'ADH, hormone antidiurétique, est une hormone qui au contraire réduit la diurèse, donc freine les pertes urinaires. Et son effet, c'est plus un effet glomérulaire, mais c'est un effet sur le tubule rénal, puisque nous avons vu qu'elle augmentait la réabsorption d'eau par le canal collecteur. Le deuxième grand groupe d'hormones importantes et vu dans l'équilibre hydrominéral des organismes, ce sont les stéroïdes, donc soit interrénaliens chez les poissons ou surrénaliens chez les mammifères. Alors là encore, on a quand même des différences, puisque chez les poissons, le cortisol est une hormone qui régule l'équilibre hydrominéral. Nous avons vu par exemple chez le saumon placé en eau de mer que le cortisol jouait un rôle très important en accélérant, en activant la sécrétion de NaCl. On peut dire que le cortisol chez les poissons, c'est un véritable régulateur de l'équilibre minéral, alors que chez les mammifères, l'aldostérone est un stéroïde qui joue un rôle dans le contrôle hydrominéral. Donc l'aldostérone, on dira chez les mammifères que c'est un minéralocorticoïde, alors que le cortisol chez les mammifères contrôle plutôt le métabolisme glucidique. Le cortisol chez les mammifères stimule par exemple la néoglucogénèse hépatique. Donc le cortisol des mammifères, lui, c'est plutôt un glucocorticoïde. Donc chez les poissons, le cortisol, c'est plutôt un minéralocorticoïde, c'est-à-dire une hormone qui est impliquée dans le contrôle de l'équilibre hydrominéral, alors que chez les mammifères, le minéralocorticoïde, c'est l'aldostérone, alors que le cortisol, c'est le glucocorticoïde. Enfin, on retiendra l'idée d'unité dans la diversité des mécanismes évoqués dans ces vidéos. Cette unité peut être évoquée notamment à l'échelle des tubes excréteurs. Nous avons vu par exemple la grande unité des mécanismes de filtration entre le néphron fermé, agglomérulé de certains vertébrés, comme la baudroie, et des tubes de Malpighi des insectes, avec un mécanisme où finalement il n'y a pas vraiment de filtration, mais plutôt une sécrétion d'ions accompagnée par une sécrétion d'eau. Et bien là, on a une grande ressemblance de mécanismes, alors qu'on est sur des systèmes qui sont au départ très très différents, avec un même intérêt, l'intérêt étant l'économie de l'eau pour les insectes, vie aérienne, ou pour la baudroie par exemple dans son milieu marin. Cette unité des mécanismes va se retrouver aussi à l'échelle cellulaire, et nous avons évoqué plusieurs organes, la glande rectale par exemple des élasmobranches, je vous ai parlé de la glande nasale des oiseaux marins, on aurait pu parler aussi de la glande nasale de l'iguane, on a parlé aussi des cellules à chlore, des branchies, des téléostéens marins. Et bien ces différents organes fonctionnent en fait à l'échelle cellulaire sur un même mécanisme avec des transporteurs communs, avec finalement une unité dans les transporteurs impliqués, et ce sont finalement toujours des mêmes processus qui permettent bien soit à la glande acèle des iguanes marins ou de l'albatros, soit à la glande rectale des requins, soit aux branchies et donc aux cellules à chlore des téléostéens marins, de sécréter finalement activement du NaCl. Et donc je voulais vous montrer
finalement que malgré la grande diversité des processus que nous avons pu évoquer, il existe aussi une unité des mécanismes impliqués dans l'équilibre hydrominéral. Je vous remercie de votre attention et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos consacrées à de nouveaux aspects de la physiologie des animaux.